Cette matinée, nous l'avons souhaité justement autour du sujet de la relance. Quelle place Marseille-Aix peut jouer dans cette relance en France? On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. J'ai envie tout d'abord de laisser la parole à Nicolas. Nicolas, tu as assisté à tous les échanges ce matin. Toi qui as l'habitude des plateaux télé tous les soirs, notamment sur CNews, mais j'ai envie de te dire, quel est ton rapport d'étonnement de tout ce que tu as pu entendre, à la fois dans ce que tu as détecté comme peut-être les lignes de force du territoire, et puis peut-être les signaux faibles, avant de lancer le débat avec Martine Vassal. Alors d'abord, je voudrais, beaucoup l'ont fait et j'aime pas faire ça, mais là je le fais, vraiment remercier à nouveau la tribune d'avoir maintenu cet événement. C'est très important en ce moment d'envoyer un signal de confiance aux entreprises et de dire qu'on peut faire des choses. Moi, je m'agace devant tous ceux en ce moment qui annulent des événements sous prétexte que c'est trop difficile à organiser du point de vue sanitaire. Oui, c'est difficile et c'est bien la raison pour laquelle il faut le faire. Et en ce moment, on nous demande de faire des choses difficiles. Et c'est très important parce que ça envoie un signal d'activité économique. Et je considère que tous ceux qui démissionnent d'une certaine façon, qui baissent les bras devant ce type d'action, font une sorte de relance bashing. On est en train de mettre en place un plan de relance extrêmement important. On met énormément d'argent à disposition des agents économiques et donc il faut y aller tous ensemble et ça n'est pas le moment de se laisser aller. Alors pour répondre à ta question, tout ce que j'ai entendu ce matin va dans ce sens, mais je ne suis pas très étonné puisque je viens à Marseille très, très souvent. Je participe assez régulièrement à ce type de plateau à Marseille. Et moi, je suis parfaitement conscient des atouts économiques absolument extraordinaires de Marseille, que ce soit en matière de localisation géographique, bien évidemment, que ce soit en matière d'infrastructure, que ce soit en matière de qualité de vie, que ce soit en matière, et c'est peut-être un sujet qui est moins connu, de tissu économique local, puisqu'on a un tissu économique qui est extrêmement moderne, avec beaucoup de start-up, notamment dans le domaine de la santé. Alors ça tombe bien, puisque on essaie quand même au plan national aujourd'hui de consolider considérablement le secteur de la health tech, qui est un secteur qui a je dirais, les forces de l'économie française, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises très innovantes avec un capital humain important, mais qui souffrent aussi des faiblesses de l'écosystème d'innovation français, c'est-à-dire des entreprises qui peut-être ne grandissent pas suffisamment vite. Et c'est d'ailleurs l'une des problématiques de ce territoire, c'est que je pense que c'est un territoire, mais qui, comme beaucoup de territoires en France, manque de grandes entreprises ou de grandes ETI qui vont être aussi capables d'irriguer le tissu économique local, puisque la France est un pays dans lequel il n'y a malheureusement pas suffisamment de financement de marché, de capital investissement, et c'est souvent le rôle dévolu aux grandes entreprises ou aux très grosses ETI d'alimenter un tissu économique en argent. Donc ça, on peut en reparler, c'est quelque chose qui manque. Mais le fait que vous ayez maintenu cet événement est symptomatique. Et le sujet crucial pour moi aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de cette crise. Vous savez, une crise comme ça, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a toujours des gens qui sont dans une position de dolorise, qui disent c'est la vengeance, etc. Mais non, c'est évidemment une catastrophe. Mais dans la vie, on a tous des catastrophes dans nos vies, et quand ça nous tombe dessus, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de se dire, essayons d'en tirer le meilleur, essayons de faire quelque chose avec ça. Et en France, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire avec le plan de relance, c'est de se dire, on en profite pour moderniser l'économie, parce qu'on y reviendra, mais ce plan de relance, c'est pas vraiment un plan de relance en fait, c'est plutôt un plan de modernisation de l'économie. Et on a une chance extraordinaire, et ça, vous, les chefs d'entreprise, il faut que vous vous jetiez là-dessus. Nous n'avons, pour le moment, aucune contrainte financière. Nous avons débloqué complètement l'argent public. Ça durera le temps que ça durera, ça posera peut-être des difficultés, mais au moment où nous parlons, il n'y a jamais eu autant d'argent public à disposition. Donc il faut l'utiliser. Et en même temps, et je m'arrête là pour cette introduction, ça va nous montrer quelque chose, ça a été dit lors des tables rondes, mais ça va nous montrer aussi quelque chose qui, du point de vue pédagogique, va être très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire que vous allez voir que même avec
un plan de relance à 100 milliards d'euros, mais en fait, si vous ajoutez toutes les dépenses qui ont été faites depuis le début de la crise et ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire le fait qu'il y a moins de recettes fiscales, sociales, etc., on est plutôt à 300 milliards d'euros. Donc c'est vraiment des chiffres... alors Aurélie, tu disais tout à l'heure que ces chiffres sont abstraits, tu as entièrement raison, mais faites-moi confiance, c'est beaucoup d'argent, là, vraiment, beaucoup d'argent, c'est colossal. Voilà, et on va voir que l'argent n'est pas tout, on a aussi besoin d'avoir des gens qui sont formés. Hein. On parlait de l'hydrogène tout à l'heure. Moi, je suis très sensible à cette question de l'hydrogène. Je pense que c'est l'un des points forts du plan de relance. Je pense que la France a un coup à jouer. Mais pour bâtir une filière de l'hydrogène, on a besoin de gens qui travaillent dans l'hydrogène. Alors ça, c'est indépendant de l'argent. Il faut des gens qui soient formés ou qu'on forme à ça. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Merci Nicolas. On va revenir bien sûr avec toi dans les échanges avec Martine Vassal. Peut-être première question, Martine Vassal. C'est vrai qu'ici on a parlé beaucoup de plans de relance. Nicolas l'a dit, on a voulu maintenir cet événement-là. On avait souhaité lancer Transformons la France avec Nicolas Bouzou. On fait une tournée dans les 10 premières métropoles françaises. Je vous avais fait la promesse cet été et à Jean-Luc Chauvin que nous démarrerions par Marseille dans un contexte sanitaire particulier. Finalement, d'un événement physique, c'est devenu un événement digital. Je vois qu'on a démarré à 2800 personnes en direct. Vous êtes 4200 actuellement, me dit la régie, puisque tout est en direct sur YouTube, Twitter et Facebook. Martine Vassal, vous êtes certes président de la métropole d'Aix-Marseille, mais vous êtes une femme d'élu. On parle de relance, mais j'ai envie de vous poser peut-être cette première question. Est-ce que vous, la souffrance, vous la percevez au quotidien? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est là à dire on se retrousse les manches, on va être positif, on va investir, et à la fois, il y a quand même beaucoup à la fois de souffrance de population, un démarrage de plans sociaux, certainement une augmentation du RSA dans votre département. Avant de parler de la relance, peut-être évoquer la situation telle que vous la percevez ici à l'échelle du territoire dans un moment difficile. Alors, merci d'avoir, moi aussi je m'associerai au remerciement d'avoir maintenu cet événement. C'est vrai que vous le faites, on le fait de manière différente et je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre de manière différente parce que nous n'aurons pas dans les semaines et les mois à venir assez de recul pour pouvoir faire en sorte de vivre comme nous vivions avant. Donc c'est vrai que c'est un changement psychologique. Nous avons tous été extrêmement choqués par la période de confinement. C'est arrivé brutalement, on n'a pas eu le temps du tout de s'y préparer et durant ce confinement, on a essayé de prendre des dispositions pour que les choses se passent le moins mal possible. Mais nous, on s'est aperçu sur notre territoire, qui est alors un territoire qui a, comme on le sait, des avantages, des inconvénients, je pense qu'on y reviendra, mais qui a aussi une forme qui est très disparate, c'est donc avec une grosse forme de précarité. Et nous avons eu sur ce territoire une augmentation de plus de 20% de la précarité durant la période de confinement, ce qui est quand même assez considérable parce qu'on partait déjà d'un taux qui était assez important avec des problématiques quotidiennes fortes, notamment simplement de nutrition. C'est-à-dire que nous avions des familles qui n'avaient plus de quoi manger parce qu'elles n'avaient plus l'argent pour pouvoir acheter ne serait-ce que les premières denrées, notamment parce que les écoles, tous les établissements scolaires ont fermé. Donc au lieu d'envoyer les enfants à l'école, dans les collèges et dans les lycées, ils étaient à la maison, donc il fallait bien leur donner à manger. Donc toute la partie restauration du midi a été très compliquée. Donc on a pris des dispositions. Donc c'est vrai que après le coup de massue que nous avons pris sur la tête en disant on est privé de nos libertés, on est enfermé chez nous, avec un virus où on ne sait pas trop quelles sont les implications, si vous allez mourir, vous n'allez pas mourir, si vous l'avez, si vous l'avez pas. Donc là, on a essayé de mettre en place tout de suite des systèmes de crise pour permettre d'aller notamment, d'abord de protéger nos agents. Ça a été la première chose qu'on a fait parce que quand vous avez des agents qui font de la collecte, on ne peut pas arrêter le service public. Donc ça, c'était important, c'était fondamental, mais il fallait protéger les agents aussi de la même façon. Et puis après, vers les populations aussi. Donc les populations précaires dont je vous ai parlé. Donc on s'est tourné vers la banque alimentaire qui n'avait plus de denrées. Donc on a vidé nos stocks dans les établissements scolaires notamment.
On a donné des paniers repas de manière importante. Je crois que c'est plus de 7000 repas par semaine que nous avons livrés, parce que nous avions d'un côté les producteurs qui étaient à l'arrêt, qui ne pouvaient pas distribuer leur production, et de l'autre côté les familles qui ne pouvaient pas non plus avoir les moyens d'acheter. Donc avec aussi des incidences assez importantes sur les entreprises. Donc on a fait de grosses exonérations sur tout ce qui était location, ce qui était dans notre responsabilité, puis après des exonérations sur les espaces publics dont on avait la charge. Enfin, on s'est vraiment mobilisé de manière très forte pour essayer de passer le mieux possible cette crise. Quand la période de déconfinement est arrivée, on s'est dit, ça y est, il y a eu un regain d'espoir en se disant, ça y est, on s'en est débarrassé. Mais malheureusement, on s'aperçoit que c'est latent. C'est-à-dire que ce virus, il est là, et puis on a bien vu cet été qu'on a ce qu'on appelle la deuxième vague. Alors, c'est pas uniquement sur le département des Bouches-du-Rhône, hein, c'est dans la France entière, dans le monde entier, où il y a eu cette deuxième vague. Et là, nous sommes encore plus inquiets, parce qu'autant, comme vous le disiez, il y a de l'argent, mais on nous annonce beaucoup de milliards. Enfin, entre l'annonce et... On n'y est pas encore arrivé. Hein, on va voir combien il y en aura pour Aix-Marseille. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la question que l'on pose et on est très attentif sur ça. Mais on ne peut pas se repermettre un deuxième confinement. Ça serait absolument catastrophique pour la vie de tous les jours. D'abord, ça serait une crise sociale considérable, une crise humanitaire, une crise économique, et je ne vois pas comment on pourrait s'en remettre. Alors c'est vrai que vous avez raison, c'est très impressionnant d'entendre tous ces milliards qui nous passent au-dessus de la tête. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils arrivent le plus vite possible, mais c'est sûr qu'il va falloir que nous vivions différemment. Il n'y a pas 36 solutions, c'est le port du masque, le test, l'isolement quand on a une suspicion ou quand on est malade, et puis après, essayer de faire avec, et aussi de repartir sur une vision un peu différente du rôle des collectivités territoriales. On en parle très souvent et on s'est aperçu, donc on a pris un peu les choses à bras le corps pendant le confinement, parce qu'on ne peut pas, le gouvernement, quand l'État prend une décision, elle doit être identique sur tout le périmètre, parce que c'est la règle. Mais elle ne peut pas être identique sur tous les périmètres, parce que chacun a ses problématiques. Donc, de faire confiance aux collectivités territoriales, on a prouvé notre efficacité durant cette crise, et nous espérons bien que cette confiance, dans le cadre de la loi sur la décentralisation, elle va pouvoir continuer, parce que c'est important de regarder l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de protéger nos habitants et c'est de développer notre territoire. Donc, c'est effectivement quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. On aurait pensé peut-être à un temps de guerre, mais là, c'est une guerre un peu virtuelle. Et cette guerre virtuelle, écoutez, c'est avec de l'optimisme qu'on va arriver à la combattre, mais c'est aussi avec un sens des responsabilités et un changement de nos modes de vie. Martine Vassal, on vous a vu souvent en colère contre l'État quelquefois, c'est-à-dire des décisions qui tombent depuis Paris pour des questions sanitaires. Sur la question du plan de relance, tout à l'heure, ce matin, Lionel Canesi évoquait en disant est-ce qu'on a un besoin d'un commissariat au plan? Peut-être c'est un sujet que je vous poserai, mais globalement, est-ce que vous avez besoin de Paris pour connaître les investissements dont a besoin ce territoire et comment vous imaginez ce plan de relance, c'est-à-dire sur jusqu'où la décentralisation et les décisions qui seront prises pour orienter ce plan de relance ici à Marseille? Est-ce que vous attendez, vous, par exemple, sur les 100 milliards, à un moment donné, qu'il y ait un montant, une enveloppe qui soit très concrète ici pour la deuxième métropole française? Alors, oui, tout à fait. Donc, d'abord, je pense qu'il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer Marseille-Paris, à part en foot, hein, donc ça c'est peut-être le seul moment où on peut avoir le dessus sur Paris, donc ça c'est clair. Mais il faut arrêter d'opposer la capitale aux autres communes. Il faut arrêter d'opposer l'État aux collectivités territoriales. Il faut qu'il y ait de la confiance qui se crée. Nous avons
prouvé notre efficacité durant la période de confinement, donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler main dans la main avec l'État. Alors oui, 100 milliards, c'est très bien, mais écoutez, nous, on en a déjà 3 milliards de prêts dans une thématique qui est une thématique importante, qui est une thématique qui est la mobilité. Donc demain matin, nous pouvons donner les projets. Alors Nicolas a raison, je pense que ce n'est pas obligatoirement des nouveaux projets. Nous avons commencé sur des nouveaux projets depuis un bon moment, sur l'innovation, sur l'intégration de l'écologie, ne pas opposer l'écologie à l'économie. Donc tout ça, on y a beaucoup travaillé. Donc nous, on est dans les starting blocks. Les deux institutions que j'ai l'honneur de présider vont investir cette année 1,1 milliard dans de l'investissement pour être aux côtés des communes, mais pour faire des constructions. Et ça, c'est du travail que nous devons faire de manière locale. Donc il faut que l'État nous aide à être plus souple. Nous, le principe de travailler sur le local, c'est que d'abord, on connaît nos besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a une réactivité et on est agile. Parce qu'on peut faire les choses, rapidement, en respectant bien sûr les règles et les lois de la République. Ça, c'est une évidence. Donc nous, ce qu'on demande à l'État, c'est de travailler main dans la main. Aujourd'hui, on nous parle du CPER. Donc on travaille avec la région de manière concomitante sur CPER, sur ce contrat plan État-région. Mais bon, il faut qu'ils se concrétisent. Les projets, on les a sous le coude, on les a dans la recherche, on les a dans les scientifiques, on les a dans l'économique, on les a dans le développement des infrastructures, on l'a dans le développement routier, on l'a dans le développement des transports. Donc tous ces projets, nous les avons. Le tout, c'est que maintenant, eh bien, on puisse donner les financements et que ces financements arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même urgence à ce que ces financements maintenant arrivent rapidement parce que ça permettrait de donner un coup de boost, surtout au monde économique, et de pouvoir faire redémarrer les économies et le travail sur le terrain. Et on en a besoin. Est-ce que Nicolas Bouzou, le modèle jupitérien a volé en éclats, c'est-à-dire avec la crise? Est-ce que finalement ce modèle qui était très centralisateur et qu'assumait le président de la République, cette crise accentue de redonner le pouvoir ici au territoire? Et est-ce finalement, est-ce que vous avez la conviction, Nicolas, que ce plan de relance ira bien? Alors on parle que Jean Castex peut-être a une approche différente que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette décentralisation et cette capacité de donner la confiance au territoire? Alors déjà, moi, j'ai toujours pensé que le modèle jupitérien ne fonctionnait pas. Et c'était l'un de mes points de désaccord. Il n'y en a pas énormément, pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'était l'un de mes points de désaccord avec le président de la République. Je pense que c'est une faille structurelle de la France, si vous voulez, cette centralisation avec beaucoup de décisions qui sont prises dans les ministères, assez souvent par les administrations, tout autant que par les politiques, et qui ont beaucoup de mal à redescendre là où sont les gens. Donc je pense qu'en effet, la crise a été la prise de conscience, a provoqué une prise de conscience de la grande difficulté à faire vivre ce modèle centralisé. Et par rapport à ce que disait la présidente, moi j'ai travaillé pendant la crise pour 2 régions, les Hauts-de-France et la région Grand Est, et ce que j'ai pu observer, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est qu'on observait une très grande efficacité quand les relations entre les collectivités locales et l'État déconcentré étaient fluides. Et ça a été l'une des bonnes surprises de la crise, je dirais, c'est que j'ai vu beaucoup de territoires où l'État et les collectivités locales se sont très bien entendues, ont très bien fonctionné, parce qu'il y avait aussi une urgence sanitaire. Enfin, dans le Grand Est, l'urgence sanitaire était telle que de toute façon, on n'allait pas se mettre à philosopher, parce qu'il fallait envoyer des malades dans d'autres régions, parfois même dans d'autres pays. La reconstruction économique sur des territoires qui ont déjà été frappés par la désindustrialisation, qui ont beaucoup souffert, est vraiment urgente. Et alors là où peut-être vous avez été un peu gentille, je pense, c'est que vous dites qu'il ne faut pas opposer Paris et la province. C'est vrai qu'il vaut mieux pas opposer Paris et la province, mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait plus de difficultés finalement entre l'État déconcentré et l'État central qu'entre l'État déconcentré et les collectivités locales. Comme si quand même cette coordination entre Paris et la province avait un peu de difficulté à se faire. Et pour répondre à votre question, Jean-Christophe, c'est toute la question de l'efficacité du plan de relance. Moi, je trouve que ce plan de relance est très bien sur le papier, mais j'ai 2
points de vigilance importants. Le premier point de vigilance, et là il faut vraiment qu'on fasse du lobbying, c'est sur la vitesse de déblocage des fonds. Parce que ce plan, c'est pas tout à fait 100 milliards, en fait c'est 80 milliards, parce qu'il y a 20 milliards de garantie. Sur ces 80 milliards, j'aurais rêvé que la moitié puisse être débloquée l'année prochaine. Ce ne sera pas la moitié. Si on arrive à débloquer 30 milliards l'année prochaine, ce sera déjà un grand succès. C'est très difficile, il y a beaucoup de résistance. Alors déjà, il y a l'argent européen, c'est important, hein, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui va mettre du temps à venir. Et puis, on ne va pas se mentir, à Bercy, et on en revient à la question de l'administration, il y a un certain nombre de gens que je connais, pas au niveau politique, hein, mais au niveau de l'administration, qui freinent au maximum les sorties de cet argent parce qu'ils ne sont pas habitués à voir sortir de l'État des montants aussi importants. Donc, on a vraiment ce sujet de la vitesse de déblocage des fonds. Parce que, autant je dis que c'est bien d'avoir fait un plan structurel, mais il faut quand même aussi que ce soit un plan de relance. C'est-à-dire que, évidemment, ce plan, il adresse des sujets qui seront aussi importants dans 2 ou 3 ans qu'aujourd'hui. C'est le cas de la rénovation des bâtiments. Mais on a quand même besoin d'activités économiques tout de suite. Vous voyez, typiquement, sur la question de la rénovation des bâtiments publics, là, il faut vraiment aller le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer les travaux dans 2 ans. Parce que du point de vue économique, c'est absolument stupide. Il faut qu'on soit en capacité de les commencer, idéalement au premier semestre 2021. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Et deuxième point de vigilance, Jean-Christophe, et je m'arrête là, mais c'est aussi important parce que vous êtes un territoire avec beaucoup de PME, c'est un plan qui, très honnêtement, est plutôt configuré pour les grandes entreprises que pour les PME, notamment le volet formation professionnelle, qui est très important. Je parlais tout à l'heure de l'hydrogène. On a besoin si on veut faire de l'hydrogène, on a besoin de gens qui connaissent l'hydrogène. Le plan formation professionnelle, il est plutôt configuré pour des entreprises qui ont la capacité à signer des accords avec leurs partenaires sociaux, à faire de l'activité partielle de longue durée. Tout ça est un petit peu compliqué dans les entreprises de 5 à 10 personnes. Donc là, en effet, il faut vraiment qu'on fasse part de ces inquiétudes à l'État, mais en expliquant à l'État que ce qui est en jeu aussi, c'est la réussite de son plan de relance. C'est-à-dire qu'on est quand même tous embarqués dans le même bateau avec cette affaire. Il faut que les entrepreneurs et les salariés de la métropole d'Aix-Marseille voient les conséquences concrètes de ce plan de relance très, très rapidement. Sinon, les Français vont avoir le sentiment qu'on les aura trompés. On aura eu un super plan sur le papier, mais les gens auront quand même le sentiment qu'on les aura trompés, et ça, c'est délétère. Vous, Martine Vassal, avant l'annonce de Jean Castex du 3 septembre, vous aviez déjà préparé, je crois au mois de juillet, une préfiguration un petit peu de ce plan de relance à l'échelle de la métropole d'Aix-Marseille. Comment vous pouvez aller plus vite sur la commande publique? Ce matin, on a beaucoup parlé de patriotisme économique à l'échelle régionale, notamment sur la commande publique. Vous l'avez dit, à l'échelle de la métropole, à l'échelle du département, c'est quand même beaucoup une capacité en tout cas d'action rapide auprès du tissu des PME, des TPE. Comment justement vous pouvez aller plus loin et plus rapidement avec vos administrations? Alors effectivement, nous avons lancé au 31 juillet, à la dernière séance publique du Conseil de métropolitain, un plan relance renouveau pour eh bien, anticiper un petit peu justement les annonces de l'État et avoir une meilleure utilisation du 1,1 milliard que nous mettons sur la table. Donc là, nous lançons également une plateforme d'initiative au niveau de l'achat public où on propose, eh bien, ça va ouvrir dans les semaines qui vont venir, des achats communs pour être tous ensemble pour des économies de coûts, d'échelle, bien entendu. Donc ça, c'est de l'innovation parce que ça fait très longtemps que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien. Juste une petite anecdote, c'est que heureusement que le conseil départemental a équipé tous les enfants dans tous les collèges de tablettes numériques qui leur ont permis, durant la période de confinement, eh bien, de garder un lien quand même avec leurs professeurs. C'est pas idéal, mais quand même, ça aide. Donc nous avons eu
cette démarche. Cette démarche, elle est ancienne parce que c'est vrai qu'elle a été accélérée là, elle a été concentrée avec des actions beaucoup plus ciblées sur l'innovation, sur ne pas opposer l'économie à l'énergie, ce que je disais tout à l'heure, mais également sur l'agriculture, sur les domaines de l'hydrogène, puisque là aussi on est en avance sur cette problématique, puisqu'on a déjà fait des expériences avec des bus à hydrogène pour voir un petit peu ce que ça donnait. Nous avons sur la raffinerie de Total la possibilité de faire de l'hydrogène vert. Nous avons la fermeture de la centrale à charbon de Gardanne qui va permettre de faire une reconfiguration au travers, pourquoi pas de l'hydrogène, mais aussi de la biomasse. Donc on n'est vraiment pas en retard sur ça. Nous, notre difficulté financière, c'est une difficulté financière de financement global. Donc c'est pour ça que nous, on est prêts. Donc voilà. Donc ce qu'on attend, ce qu'on aimerait, c'est avoir un peu de retour de l'État sur. Alors, vous avez raison de dire que on n'oppose pas l'État local aux collectivités locales. Ça s'est toujours très bien passé avec les préfets ici que nous avons eu de la chance. Même au niveau de l'ARS, nous avons de la chance. Même si certains trouvent que ça ne donne pas satisfaction par rapport à mes autres collègues dans d'autres territoires, je vois qu'on a quand même de la chance et on a de l'écoute. Et ce qui, moi, m'inquiète un peu aujourd'hui, c'est j'ai pas l'impression que l'État ait ce caractère d'urgence. Parce que je vais vous prendre un exemple, c'est quelque chose que depuis 2015, donc je suis président du conseil départemental, pour moi, on a fait ce qu'on a appelé le plan Charlemagne, qui est un plan où on reconstruit, on construit la totalité des collèges du département. Il y en a quand même 136, donc c'est quand même pas mal au niveau investissement. Chaque fois que vous refaites un collège complet, c'est 25 millions d'euros. Donc ce sont des sommes quand même qui sont conséquentes. Il faudrait m'expliquer pourquoi nous, quand on fait un collège, on met entre 5 et 7 ans, au moment où on le décide, et quand c'est un collège privé, c'est en 2 ans. Tout ça parce que les obligations que l'on nous donne sont des obligations qui nous contraignent. Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui, et bon, je le lance comme idée, très souvent, on a beaucoup de suspicions. Il faut appeler un chat un chat. On a des suspicions avec les élus qui sont dans les commissions d'appel d'offres. Il n'y a qu'à les enlever et mettre des administratifs, et mettre éventuellement un magistrat, mais surtout faire en sorte que quand on prend une décision, que derrière cette décision, dans les 2 ans, elles sont appliquées. Aujourd'hui, c'est quand même incompréhensible qu'on mette autant de temps pour pouvoir réaliser On a des mandats de 6 ans. Hier, j'ai mis la première pierre d'un collège que nous avions décidé en 2015. Et ce collège ouvrira en 2022. Si ça se passe bien, s'il n'y a pas de pain cuit entre deux. Donc tout ça, c'est pas normal. Donc moi, je veux bien. On n'est pas en train. C'est pour ça que je dis que l'opposition avec l'État, elle n'existe pas. On est tous dans la même galère. On est tous dans le même. Alors, galère en ce moment, bateau habituellement. Mais on doit tous être ensemble pour tirer cette charrue dans le même sens. Il y a des échéances démocratiques. Les élections, quand elles sont passées, à ce moment-là, tout le monde avance. On n'est pas là pour punir les uns ou les autres. Et surtout, cette volonté de l'État de dire on décide à la place d'eux, c'est vrai qu'on s'est un peu révolté contre ça. On a été entendu, puisque là, récemment, le Premier ministre nous a dit, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous, les collectivités territoriales, pour proposer quelque chose, des mesures pour essayer d'enrayer la crise. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit un partenariat. Et les situations de crise sont des occasions, justement, pour le faire. Moi aussi, j'entends Bercy. Et c'est ça qui n'est pas acceptable et qui est insupportable pour nous. Parce que nous, les projets, on a été élus démocratiquement. Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'avoir d'élus. Il n'y a qu'à tous nous enlever. Vous enlevez tous les élus, vous mettez que des administratifs, et c'est que Bercy qui gère tout, et tout le monde. Et à ce moment-là, on se retrouve en URSS. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois dire les élus ont cette responsabilité et derrière ne pas leur donner les coups des franches. Donc nous, les élus, nous sommes là pour donner une ligne
politique, une ligne stratégique, et l'administration est là pour exécuter. Il n'est pas acceptable qu'on puisse entendre que Bercy est en train de se demander, mon Dieu, ces milliards, je ferais mieux de les garder dans mes trésors, dans mes coffres remplis d'or. Donc ça, c'est pas acceptable. Pour nous, sur le territoire, c'est pas acceptable. Parce que tous les jours, il y a des gens qui ont plus de travail, il y a des gens qui ont des difficultés pour finir les fins de mois, il y a des gens qui sont dans des situations proches du suicide, il y en a qui vivent dans leur voiture, et des gens qui travaillent, qui vivent dans leur voiture. Donc tout ça, on est au 21e siècle et c'est pas acceptable. Donc c'est là où on a l'impression de ne pas être entendu. Et c'est là où on a l'impression qu'il faut que, c'est pour ça qu'on est tous ensemble pour dire, maintenant ça suffit, stop, les projets on les a, on sait combien ça coûte, maintenant envoyez les sous. Nicolas, justement, tu connais bien Bercy, tu as aussi assisté à de nombreuses réunions depuis la crise aux côtés de Bruno Le Maire, dont tu fais souvent des éloges sur sa capacité en tous les cas d'agir. Quelles sont les raisons de ce syndrome français, c'est-à-dire entre à la fois la décision politique et puis une sorte de situation où Bercy paralyse en tout cas et désaccélère les besoins nécessaires aujourd'hui pour faire face à la crise? C'est pas que Bercy, honnêtement. En réalité, c'est beaucoup de ministères. Moi, je pense que c'est un problème gravissime, mais qui est lié au fait qu'on n'a jamais voulu ou jamais réussi à moderniser la sphère publique en France, la sphère d'État, et on a laissé l'administration se développer considérablement. Et ce qui est absolument terrible, c'est que beaucoup d'élus locaux comme vous font mais le même constat. J'étais encore il y a quelques jours avec le maire de Cannes qui essaie de faire un skateport. C'est quand même une piste de skate, donc c'est quand même pas un truc... Enfin, il est maire de Cannes, il a été réélu à 88% au premier tour, il veut faire son skateport, c'est quelqu'un de raisonnable, qu'on lui laisse faire son skateport. Il me dit que ça fait des années qu'il n'a jamais eu l'autorisation, et laquelle absence d'autorisation n'est jamais motivée en plus au passage, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas pourquoi. Donc ça, c'est évidemment absolument inadmissible parce que c'est un double problème, c'est un problème d'efficacité et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un problème démocratique. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, vous avez aussi des gens qui se plaignent de ce phénomène, souvent. C'est les ministres qui eux-mêmes se sont parfois prisonniers d'une administration extrêmement puissante et je peux témoigner de dizaines de ministres depuis 15 ans qui m'ont expliqué que de toute façon des décisions qu'ils avaient prises n'avaient jamais été appliquées parce qu'elles avaient été bloquées par leur administration. Donc derrière ça, il y a deux choses. Il y a quelque chose à court terme qu'on peut essayer d'améliorer. Il y a un projet de loi en ce moment qui vient d'arriver à l'Assemblée nationale, qui est un projet de loi de simplification de l'action publique, qui est porté par un député qui s'appelle Guillaume Kasbarian. Et il faut essayer de proposer des amendements pour essayer de modifier un petit peu la loi, ce qui permettra quand même de modifier un peu à la marge le fonctionnement de l'État. Et puis ensuite, puisqu'on a une campagne présidentielle qui va bientôt commencer, il faut absolument qu'on mette sur la table la question de la réforme de l'État, mais pour une plus grande efficacité de la décision politique. Parce qu'en fait, c'est ça qui est gravissime. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, ça entretient la dépossession démocratique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on est un peu en pilotage automatique au fond et qu'il y a des décisions qui se prennent par l'administration bloque des décisions qui sont prises par des élus et ça, c'est absolument inacceptable. Mais ce n'est pas quelque chose qui se règle facilement. On ne peut pas réformer l'État en se disant comme ça, on va simplifier les choses. Non, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement technique, qui devrait se préparer, je dirais même pour la campagne présidentielle de 2022, c'est déjà très tard parce que ça doit être un travail préparatoire de plusieurs années et le président qui est élu doit arriver avec ce projet, avec les idées très claires et une méthode. Mais comprenons bien que si on n'arrive pas à faire ça, les problèmes qu'évoque la présidente vont perdurer. Et je suis d'accord, c'est absolument inadmissible. Mais Nicolas, est-ce que vous ne pensez pas que justement, puisque nous sommes dans une situation de crise, cette situation de crise ne pourrait pas servir d'exemple. On nous a libérés de manière importante durant la partie de confinement. Ça s'est bien passé puisque le parti de confinement est terminé. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? Parce que nous avons quand même des instances de contrôle. On n'est pas laissé comme ça complètement à l'aveuglette. On a la préfecture qui vérifie nos délibérations. On a la Cour des comptes qui est derrière nous et qui fait des rapports. On a des inspections générales.
Aujourd'hui, on a des déontologues dans nos institutions. Donc tout ça, pourquoi est-ce que, puisqu'il y a eu cette crise et qu'il faut faire vite, disons, bon, on fait un test sur cette crise, parce que cette crise, on n'ose pas le dire, mais il faut dire les choses. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on n'aura pas véritablement, on ne se sera pas débarrassé de ce virus. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas justement le mauvais côté des contraintes du virus pour justement dire, on va faire des tests. Et moi je vous dis que la métropole Aix-Marseille-Provence, elle est volontaire pour commencer à faire les tests. Non mais écoutez, la pire des choses, c'est de dire on va revenir comme avant. Parce que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais prenez les directeurs d'hôpitaux. Moi, tous les directeurs d'hôpitaux, je pense que c'est la même chose sur votre territoire, mais m'ont dit, ça a fonctionné dans une situation gravissime. Ça a fonctionné parce que pour la première fois, on nous a laissé faire. Voilà. Surtout les médecins. Et voilà. Et c'est parce qu'on nous a laissé faire qu'on a pu s'organiser comme on le voulait et que ça a pu fonctionner au mieux. Et ça, il ne faut pas le perdre. Mais il y a 1000 sujets sur lesquels on a ce débat en ce moment. On l'a par exemple sur la télémédecine. On a décoincé la télémédecine pendant la crise. Et la pire des choses, ce serait de revenir à l'état de la télémédecine avant la crise. Il faut absolument conserver ça. Et donc il faut faire cette pédagogie-là. Mais c'est un vrai combat intellectuel, si vous voulez. Et qui est vrai aussi, d'ailleurs, je le dis au passage, dans les entreprises. C'est ce que j'allais dire, il faut aussi Nicolas, que les entreprises montrent l'exemple, simplifient leur structure, fassent du télétravail. Alors pas à 100% bien évidemment, mais voilà, tout le monde est embarqué dans la même affaire. Justement, Nicolas, on va rentrer. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions justement sur les chefs d'entreprise qui disent il faut nous laisser faire notre business. Alors, on va prendre les dossiers chauds, les dossiers là qui sont sur la table de la présidente de la métropole d'Aix-Marseille certainement. On va prendre le dossier par exemple de la mobilité, qui est un sujet récurrent ici à Aix-Marseille. On a même eu une proposition ce matin de Serge Magdelaine, qui dirige ici le Crédit Agricole et qui est membre du top 20, qui disait que finalement, si les 20 entreprises du top 20 se mettaient d'accord, je regarde Serge pour voir en tout cas que je sois totalement respectueux de sa proposition. Mais si les 20 plus gros employeurs se mettaient d'accord sur un jour en termes de télétravail, ça permettrait de pouvoir faire baisser jusqu'à 10%, c'est ça, de la circulation sur Aix-Marseille. Voilà. Donc là aussi, peut-être question, c'est qu'il y a de l'argent nécessaire certainement pour le plan de relance, et puis aussi peut-être simplement de la concertation, de la discussion avec les entreprises. Là, Martine Vassal, vous avez une proposition concrète qui vient du top 20 en disant peut-être qu'on est en capacité de se mettre, si on se met tous d'accord autour de la table, à pouvoir avoir un effet direct sur la congestion et sur la circulation sur la métropole d'Aix-Marseille. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Donc arriver à mettre, c'est un peu le même raisonnement que de dire l'État nous impose quelque chose. En fonction des entreprises, ça va être extrêmement compliqué de trouver le même jour. Moi, je pense qu'il faut qu'au contraire, les entreprises poussent au télétravail quand c'est possible de le faire. Nous, dans les administrations que nous avons poussé au télétravail parce que nous avions déjà des personnes qui avaient des problèmes de santé, qui ne pouvaient pas venir sur place. Donc nous sommes en train et c'est même compliqué dans l'administration. Donc nous avons des sièges qui sont centralisés sur Marseille essentiellement. Et donc il y a des gens qui traversent tous les jours le territoire pour venir travailler. Donc ceux-là, nous sommes en train de les référencer. Moi, je pousse à ce qu'il y ait, alors je vais peut-être un petit peu plus loin que vous, mais peut-être c'est plus facile en fonction des administrations que j'ai sous ma responsabilité, à 2 jours de télétravail par semaine. Mais moi, je pense qu'il faut les lisser, ces journées. Il faut laisser la liberté aux personnes pour pouvoir choisir les jours où elles préfèrent être en télétravail chez elles, parce que ça va peut-être être plus facile pour garder les enfants, ou ça va peut-être être plus facile pour les récupérer parce qu'ils ne sauront pas aller à la cantine. Enfin, je pense qu'il faut laisser quand même une certaine liberté sur le choix de ces jours,
mais je pense que les 2 jours seraient indispensables. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a, avec la crainte de la propagation du virus, une fréquentation beaucoup moins importante des transports en commun. Par rapport, si on prend les chiffres de l'année dernière, sur le mois de septembre, je ne parle pas des mois précédents, mais sur le mois de septembre, on est à 25% de moins d'utilisation des transports en commun. Parce que les gens ont quand même peur d'être au contact. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur voiture. Donc, et ça, c'est une vraie problématique. Alors aussi, on développe de manière très forte les pistes cyclables. Ça, on avait commencé avec sur un plan antérieur qu'on a voté il y a 2 ans à la métropole pour développer l'accessibilité aussi aux pistes cyclables sécurisées. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Nous avons la possibilité de développer entre Aix et Marseille les voies réservées fonctionnent bien. Donc là, pareil, on travaille avec l'État, parce que c'est la propriété de l'État, pour développer ces voies réservées, où maintenant on arrive à aller faire Marseille-Aix dans des cars en 15 minutes. Donc tout ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et effectivement, le télétravail est une micro-solution, mais quand même, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, c'est quand même, je veux dire, le flux est tellement important et le retard est tellement important que ça ne sera pas la solution. La solution, c'est de mettre du transport en commun sur tout le territoire sans trop de rupture de charge. Alors justement, Martine Vassal, quand vous voyez ce que prévoit justement le gouvernement dans le plan de relance sur le volet mobilité et que vous voyez ce dont a besoin Aix-Marseille, n'y a-t-il pas un problème d'adéquation entre votre besoin et ce que met l'État sur la table? Non, parce que l'État semble vouloir mettre de l'argent et nous, on a les projets. Donc, je ne comprends pas. On demande à ce qu'il y ait une agence qui soit créée pour que, éventuellement, si l'État n'a encore pas confiance dans les collectivités territoriales, eh bien que ce soit l'agence avec tous les partenaires. Donc, ça n'avance pas. Donc, oui, il y a des intentions, mais aujourd'hui, il y a une urgence. Cette urgence, on l'a quantifié. Alors c'est vrai que nous, on a étalé jusqu'en 2030 le plan de 3 milliards, mais enfin bon, on est capable de pouvoir faire les choses tout de suite. On sait par où il faut passer, on sait comment il faut le faire, et donc maintenant il faut le faire. Nicolas Bouzou, peut-être 2 mots. Martine Vassal qui dit le télétravail n'est pas la solution, il faudra bien quand même les infrastructures pour pouvoir mieux aménager Aix-Marseille. Bien sûr. Alors déjà sur le télétravail, évidemment, 5 jours par semaine ou 4 jours par semaine de télétravail, ça n'est pas possible, ça n'est pas souhaitable. On va travailler, on a besoin d'être ensemble. Et moi, je le vois bien dans mon entreprise, il y a une volonté d'être au bureau, une volonté de se retrouver qui est très forte. Mais elle est très forte aussi parce que, justement, le télétravail est devenu possible. Et donc, je pense que pour les salariés, pour qui c'est possible, ça n'est pas possible pour tous, bien évidemment, mais pour ceux pour qui c'est possible, il y a une responsabilité des entreprises de proposer le télétravail comme un outil, au fond, d'aménagement de sa vie, comme un outil de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. 2 jours de télétravail pour des cadres, ça me paraît, mais voilà, c'est quelque chose qui doit devenir absolument normal. Et ça a des implications en chaîne, notamment sur la mobilité. Alors, puisqu'on est sur ces sujets, je saisis la balle pour dire 2 choses, parce que je ne sais pas si on va en parler, mais je vais le relier à la mobilité. Déjà, on a bien évidemment besoin d'avoir des réseaux de transport, on a besoin d'avoir plus de réseaux de transport, mais on a aussi besoin d'avoir des logements là où il y a de l'activité économique. Et ça, c'est un sujet majeur qui n'est jamais traité en France, la question du logement. Des logements, il y en a quand on regarde le pays, mais ils ne sont pas au bon endroit. Les logements, il faut les mettre et les construire là où il y a de l'activité économique. Vous, dans votre métropole, il y a beaucoup d'activités économiques et donc on a sans doute besoin de plus de logements. Et quand je vois des maires qui nous expliquent qu'on va diminuer la construction de logements, je trouve ça mais dingue. C'est la plus antisociale des politiques qui existent. Parce que si vous faites moins de logements, vous augmentez les prix des logements existants et vous empêchez les jeunes d'accéder à des logements qui vont être à peu près à proximité de leur travail. Donc, il faut faire des logements qui soient des logements écolos. Mais c'est ça la politique. La politique, c'est pas de dire, pour faire de l'écologie, on va tout faire en moins, on va tout faire en plus petit, on va tout faire comme avant. Parce que ça, intellectuellement, c'est nul. La difficulté, c'est de faire de l'écologie en faisant mieux. Alors oui, ça demande de réfléchir, mais ce qu'on demande à des intellectuels et à des politiques, c'est ça. Et puis tout à l'heure,
je me garde 3 minutes pour la 5G. Ah oui, ça, je vais pouvoir vous répondre. Martine Vassal, Alors, ce discours-là, est-ce que vous arrivez à le faire entendre à tous les maires de la métropole? Mais bien sûr, parce que, excusez-moi, mais juste un petit détail, c'est que vous avez raison. Alors ici, sur notre territoire, on a les zones d'employabilité et d'habitabilité qui sont extrêmement, qui sont très éloignées. Bon, donc nous avons un territoire où quand même alors je vais prendre le département des Bouches-du-Rhône un petit peu plus large que la métropole, nous avons 50% de surface naturelle. Donc nous avons quand même des endroits un peu contraints au niveau du logement. Les maires, alors je vais me faire l'avocat des maires, mais les maires ne sont pas en train de dire qu'ils ne veulent pas de logement chez eux. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils réfutent le fait que si on n'arrive pas à la loi SRU et à mettre 25% de logements sociaux dans leur périmètre, eh bien à ce moment-là, ils payent des amendes. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Donc les maires ne sont pas contre augmenter les logements. Alors, vous avez certains maires où vous avez des seuils. Quand vous passez, je ne sais plus, les 5000 habitants, il y a d'autres normes plus importantes. Quand vous êtes en dessous, il y a des normes moins contraignantes. Donc ça, oui, il y a des seuils où certains maires regardent de ne pas trop dépasser pour pas passer dans la tranche supérieure. C'est un peu comme les impôts, ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que des fois, vous préférez gagner un peu moins, mais pas changer de tranche. Donc c'est à peu près la même raisonnement. Mais ce que les maires aujourd'hui sont en train de dire, enfin les maires du territoire, hein, je ne parle pas des autres territoires, je ne les connais pas. Les maires sont en train de dire, il y a des endroits où il n'est pas possible physiquement d'arriver à ces 25% de logements supplémentaires et dits sociaux. Donc c'est ça la difficulté. Donc vous prenez certaines communes, je prends l'exemple de Céreste. Céreste, c'est à côté de La Ciotat, c'est coincé entre La Ciotat, il y a la mer, et derrière, il y a des réserves naturelles, enfin il y a des forêts. Donc si vous voulez faire 25% de logements sociaux à Céreste, vous rasez le centre-ville et vous construisez des grands immeubles. Donc c'est là où le maire est sur la difficulté. Et la deuxième chose, parce qu'il faut appeler un chat, pourquoi est-ce que les maires sont contre le logement social? Parce que tout simplement, on leur impose les personnes qui vont venir y habiter et qu'on ne leur donne pas la possibilité, dans un premier temps, de pouvoir dire, eh bien oui, moi j'ai une liste de personnes, parce que malheureusement, aujourd'hui, sur notre territoire, on a de plus en plus de gens qui sont éligibles au logement social. C'est un territoire qui prend en valeur, c'est très cher de pouvoir s'installer et payer un loyer, et où le prix au mètre carré devient de plus en plus cher. Donc effectivement, compte tenu des salaires, c'est de plus en plus cher. Donc les maires sont en train de dire, laissez-nous attribuer les logements déjà à nos habitants, et après, bien entendu, s'il en reste, on prendra ceux qui viennent d'à côté. Mais c'est ça qui ne va pas. Donc c'est là où on a besoin de... C'est pas qu'ils sont opposés au logement, non, bien sûr. Les maires, ils l'ont compris, ça. Mais ils ne veulent pas qu'on leur impose certaines choses qui, de toute façon, ne sont pas réalisables. C'est un peu comme la loi sur les handicapés. Vous payez 1% de votre masse salariale si vous n'avez pas le nombre de handicapés, mais si chaque entreprise payait ce 1%, il n'y aurait pas assez d'handicapés pour pouvoir arriver à ce pourcentage. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les élus ne sont pas obligatoirement là pour tirer la couverture à eux, les élus sont là pour représenter une population. Donc leur idée, c'est de dire, mais écoutez-nous. Donc, et quand vous nous avez écoutés, essayez d'appliquer la logique. Voilà, c'est ça le logement. Bien sûr, vous avez raison. La métropole a fait un plan, effectivement, on travaille avec les communes pour développer, nous voulons développer effectivement l'accessibilité au logement. Que ce soit, il y a une problématique également, comme dans la France entière, sur les centres anciens, où il y a une détérioration du bâti dans les centres anciens, où très souvent les centres anciens se sont paupérisés avec des personnes qui n'avaient pas les moyens de les entretenir, et donc effectivement, on s'est retrouvé avec certaines difficultés. Mais pas que sur la ville-centre, sur beaucoup de villes de ce territoire. Donc il y a un gros travail de réhabilitation à faire, c'est ce que nous avons fait en créant, nous, une SPLAIN sur le centre-ville de Marseille, que nous allons petit à petit développer dans les 6 années à venir pour qu'elle concerne d'autres centres-villes. Oui, c'est pour ça que la métropole est le meilleur des outils, parce que c'est un outil qui allie à la fois la stratégie et la proximité. C'est un outil qui permet, de par ses compétences, de faire de la structuration, de l'aménagement du territoire et effectivement de pouvoir attirer des entreprises. Si vous voulez attirer, nous on veut attirer des entreprises, il est évident bien entendu qu'il va falloir loger les personnes qui vont venir y travailler. Donc c'est pas antinomique, mais ce que disent les maires, c'est écoutez-nous et faisons les choses ensemble.
Alors, avant de vous lancer sur la 5G, Nicolas, je vous sens pressant de parler de la 5G. On va en parler. Moi, je voudrais revenir sur quelques échanges qu'il y a eu ce matin. Vous avez été aussi chef d'entreprise, Martine Vassal. Est-ce que, et question pareille à Nicolas Bouzou, on a parlé de souveraineté numérique. J'ai bien aimé cette formule. Je crois que c'est Serge Magdelaine qui l'a dit ce matin. Il a dit on a construit des châteaux sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la question de la souveraineté numérique, sur la question dans le domaine de la santé, est-ce qu'on peut croire à des relocalisations industrielles ici à l'échelle de ce territoire? Votre position à tous les deux? D'abord, moi j'ai toujours poussé pour les circuits courts. Donc ça, c'est ce qu'on fait notamment au niveau de l'agriculture. On a la chance d'être ici le premier territoire agricole de France, notamment au niveau des fruits et des légumes. Donc on pousse sur ces circuits courts qui sont quand même importants. Deux choses. La crise que nous venons de traverser a bien prouvé que nous étions beaucoup trop dépendants de l'extérieur, et de l'extérieur large. Donc nous devons impérativement pouvoir réattirer des entreprises. Pour attirer des entreprises, pourquoi est-ce qu'elles sont parties, les entreprises? Elles sont parties parce que le coût du travail était beaucoup trop important. Et donc ce coût de travail étant beaucoup trop important, l'entreprise a cherché plutôt à faire ses profits, elle les fait ailleurs, parce que sinon elle était plus compétitive par rapport à d'autres entreprises qui faisaient fabriquer ailleurs. Donc à un moment, oui, c'est une problématique globale où déjà on a quand même le pompon du paiement des charges sociales sur notre territoire en France. Par rapport à l'Europe, je crois qu'on est au top. Je crois que là, ça y est, on est arrivé numéro 1. Voilà, on est arrivé numéro 1. Donc à un moment, je pense qu'il faut remettre à plat l'étude du coût du travail, mais là c'est pareil, Nicolas, c'est la même chose. Il n'y a aucun gouvernement qui a eu le courage de le faire, comme pour l'administration, pour pouvoir effectivement avoir des produits compétitifs, développer les industrialisations. Et puis il y a des industries qui sont des industries qu'on ne peut pas délocaliser et qu'on peut développer. L'industrie de la santé, c'est quelque chose qui chez nous peut être vraiment développé, mais aussi les industries qui sont liées à l'environnement dans sa globalité. Ce sont les industries de demain. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel va être le mode de l'énergie qu'on va vraiment utiliser pour ne pas polluer. On ne la connaît pas aujourd'hui. Donc cette énergie-là, il va falloir la produire à un moment, donc il faut faire des tests. Donc on a vraiment la capacité, ici sur ce territoire, parce qu'en plus on a une place stratégique, en plus on a de l'eau, on a du vent, et on a de l'eau, du vent, et c'est bon. C'est bien déjà, voilà. Et c'est vrai et de la terre, voilà. Donc, et c'est vrai que ces éléments-là nous permettent de voir la vie de manière différente. Oui, il faut attirer les entreprises. Oui, il faut remonter l'industrialisation. Oui, il faut faire les circuits courts. Et oui, il faut revoir le coût du travail dans sa globalité. Nicolas, un petit mot? Enfin, si je peux un tout petit peu plus qu'un mot, je veux bien prendre 35 secondes. Alors, je suis un fanatique de l'industrialisation, mais pas des relocalisations. Parce que je pense que c'est très difficile de faire revenir des usines qui sont parties en Asie, en effet, parce que le coût du travail était plus faible. Et je ne suis même pas sûr que ce soit complètement souhaitable. Il y a un spectre, hein. Il y a des possibilités de relocalisation qui sont liées à ce qu'on appelle les usines 4.0, c'est-à-dire des usines dans lesquelles vous avez beaucoup de numérique, beaucoup de robots, beaucoup d'intelligence artificielle, des imprimantes 3D. La convergence de ces technologies, elle permet de produire à des coûts beaucoup plus faibles que ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et donc là, il y a peut-être un coup à jouer en matière de relocalisation. Mais celui qui décide des relocalisations, c'est pas le ministre de l'économie, c'est pas l'élu local, c'est même pas le chef d'entreprise ni l'actionnaire de l'entreprise, c'est le client. C'est lui qui décide des relocalisations. Donc si l'idée c'est de relocaliser avec des coûts de production et des prix plus élevés, on aura perdu des subventions publiques, on aura gaspillé l'argent public et on aura gaspillé l'argent des actionnaires des entreprises. Donc là encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas que la problématique des relocalisations est complètement injustifiée. Je ne dis pas ça, je pense qu'il ne faut pas survendre le concept de relocalisation parce qu'on risque d'être déçu. Et puis, la vocation d'un territoire comme la France, pour avoir de bons salaires, de bons emplois, c'est de faire des choses à forte valeur ajoutée. Je vais choquer certains d'entre vous, mais je ne suis par exemple pas un fanatique de la relocalisation du Doliprane, par exemple.
vois bien l'intérêt, y compris politique, que ça génère, mais je pense que le Doliprane, on peut l'acheter. J'ajoute d'ailleurs le fait que vous pouvez avoir, parce qu'on lie beaucoup la question des relocalisations à celle de l'indépendance, mais vous pouvez avoir des usines qui produisent peu ou pas ou mal. Les masques, on peut avoir beaucoup de masques sans en produire, hein. D'ailleurs, moi j'en ai plein chez moi et je les fabrique pas, hein, vous voyez. Donc, alors comment je fais? Je les achète et je les stocke. Voyez, donc on peut avoir des stratégies d'achat et de diversification des achats qui peuvent protéger notre indépendance. Par contre, je suis un fanatique de l'industrialisation. Alors là, oui, et c'est là en effet où la question de la santé, la question de l'environnement, la question des énergies propres, la question de la fusion nucléaire sont des sujets mais qui sont absolument passionnants parce que la France est le pays de l'OCDE qui s'est le plus désindustrialisé en 20 ans, plus que le Royaume-Uni, qui est souvent cité comme un exemple à ne pas suivre en matière de désindustrialisation. Eh bien, la France a fait pire. Et oui, nous avons besoin de nous réindustrialiser. Les technologies, et c'est là où on va faire le lien avec la 5G, les technologies nous permettent aujourd'hui de nous réindustrialiser. Il faut des simplifications administratives, pour revenir sur ce que disait la présidente, parce qu'aujourd'hui en France, vous savez combien de temps il faut en moyenne pour monter une usine? 7 ans. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, le suicide français, il est là en fait, hein. D'accord? 7 ans pour monter une usine. Donc on dit on veut se réindustrialiser, mais en fait c'est pas possible. Et donc là c'est une injonction contradictoire qui est absolument mortifère. Mais on en a vraiment la potentialité et l'industrie c'est super parce que c'est des bons emplois, parce que c'est beaucoup de recherche et développement, parce que même si dans le PIB on arrive à faire passer la part de l'industrie de 8% à 12%, ça restera minoritaire, mais c'est là qu'on a beaucoup de recherche et développement, c'est là qu'on a beaucoup d'externalités positives, c'est grâce à l'industrie qu'on peut attirer des gens, qu'on peut attirer des chercheurs, qu'on peut faire des liens extrêmement féconds avec la recherche publique, avec l'université, et donc oui, c'est très important, et je ne saurais trop encourager les régions et les métropoles à mettre en place des aides à l'investissement pour aller encore plus loin que le plan de relance, hein. On va diminuer les impôts de production, c'est très bien, mais il faut aller plus loin et mettez en place des aides. Moi, je propose plutôt de les flécher, mais le débat est ouvert, je propose plutôt de les flécher vers les robots. En termes de robotisation, on a un retard de dingue en France, hein. Il y a moins de robots en France par habitant qu'en Finlande, qu'en Allemagne, que dans les pays asiatiques, bien évidemment. Donc, il faut vraiment encourager les entreprises, les industries, les usines, à acheter des robots, à investir dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, dans les imprimantes 3D, parce que la clé de la réindustrialisation, elle est là. Alors Nicolas Bouzou, on a envie quand même de dire un mot sur la tech, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. La tech, on a vu, Martine Vassal, que c'était vraiment une vraie carte à jouer. Alors c'est vrai que tout le monde parle de la tech et il y aura 7 milliards sur les 100 milliards qui vont être mis sur la tech dans le plan de relance. Mais on sent qu'il y a ici, dans ce territoire, peut-être une carte à jouer supplémentaire que par rapport à d'autres métropoles. On a eu la chance d'avoir un débat avec Aurélie Jean, qui nous a fait l'amitié de venir à Marseille. D'habitude, elle voit le ciel bleu de Los Angeles, mais elle est venue ce matin voir que le ciel était aussi beau à Marseille. Et elle a dit, dans son débat avec Julie et Serge, qu'il y a certainement, on peut aller plus loin dans ce territoire. Ça nécessite, c'est vrai, d'évangéliser encore plus l'approche, par exemple, du codage, qu'on peut aller plus loin aujourd'hui dans la transformation digitale des entreprises et ne pas voir le digital comme simplement un outil pour les entreprises, mais vraiment comme discipline, parce que sinon, nous pourrions passer à côté de certaines révolutions. Si je reprends tes propos, Aurélie, je sais que là-dessus, vous avez des ambitions. Dans le cadre du plan de relance, Martine Vassal, quelle sera la part que vous allez mettre sur la tech ? Alors une part importante parce que il faut partir. On est en pleine construction par rapport à ça, donc c'est vrai que on a travaillé depuis quelques années au développement de cette tech avec ce qu'on a appelé l'Emerging Valley. Mais ce qu'il faut, c'est aussi commencer à l'origine, c'est-à-dire à la formation. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que lorsqu'on discute avec les chefs d'entreprise qui sont dans ce domaine-là, ils ont d'énormes problèmes pour pouvoir trouver des personnes, des salariés pour travailler dans ce domaine. Donc, c'est la première des choses à faire, c'est à aider à la création d'écoles qui vont pouvoir encoder. Donc, on a commencé là récemment avec une école qui est pas très loin, et c'est aussi un moyen de pouvoir intégrer des jeunes
qui sont nés avec le numérique, hein, qui savent se servir des tablettes numériques avant de savoir écrire. Donc ça, il faut qu'on soit en amont. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire en étant aux côtés des formateurs qui voulaient justement créer ces lieux de formation de personnel. Parce que dans notre territoire, c'est un peu aujourd'hui, outre les logements, ce par quoi l'on pêche. C'est au niveau de cette formation. Et ensuite, effectivement, avec Marseille Innovation, avec tous des logiciels qui sont de manière très forte. Et puis, il y a un deuxième facteur, et là, je sais que ça va plaire à Nicolas, mais c'est la problématique de la diffusion d'Internet. C'est-à-dire qu'on était sur notre département, je vais dire sur le département des Bouches-du-Rhône, vraiment les derniers au niveau de l'accessibilité, avec ce fameux débat entre zone blanche, zone pas blanche, zone grise. Enfin bon, en fait, il n'y avait pas l'Internet de partout, ce qui est beaucoup plus simple à comprendre, avec des opérateurs qui nous disaient non, mais là, c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas assez de clients. C'est certain que quand vous ne donnez pas la possibilité, après, les clients ne viennent pas. Donc, c'est un cercle vertueux que nous avons mis en place pour donner les outils. Je pense que avant de pouvoir développer, alors on fait bien sûr l'innovation au niveau des métiers de la santé, au niveau de tout, donc ça c'est extrêmement, au niveau des cartes à puce, donc là on est extrêmement performant, mais derrière, d'abord c'est la base. La base c'est permettre qu'il y ait du personnel et également permettre qu'il y ait du numérique. Et c'est là où, pour moi, le développement de la fibre, le développement de l'accessibilité à la 5G est évidente. Moi, je pars d'un principe simple. Si on est contre la 5G, on est contre la 4G et on est contre la 3G. Alors, à ce moment-là, on arrête tout. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse revenir en arrière, mais si on veut véritablement développer et attirer et être un territoire innovant parce qu'on a les capacités de l'être, il faut qu'on ait les outils qui nous permettent d'avoir cette ambition. On n'y est pas encore, mais on va vers. Martine Vassal, on connaît votre capacité de persuasion. On vous a vu par moments, durant la crise, à côté de Mme Rubirola, justement, alignée, solidaire pour faire face notamment au Covid, et puis aussi quelquefois réagir à des décisions de Paris qui arrivent d'en haut. Est-ce que vous pensez que justement, avec la maire de Marseille, Mme Rubirola, vous pouvez l'amener à évoluer sur ce sujet de la 5G? Elle a demandé un moratoire avec les autres maires de Bordeaux, de Lyon. Là, on parle de relance économique, de créer de la confiance. Il y a ici des entreprises et beaucoup d'entreprises qui nous regardent ce matin. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous allez discuter avec elles ? Alors bien sûr, comme beaucoup d'autres sujets, alors on ne peut pas être d'accord sur tout. Même, vous savez, dans nos mêmes familles politiques, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Donc dans des familles politiques différentes, ça peut être aussi le cas. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, moi je pense que la 5G doit être développée parce qu'on a eu les impacts. Mais moi, ce que je dis, je le vois différemment. Ce que je dis aujourd'hui, c'est développons sur le territoire la 5G. On a des endroits, par exemple, en Camargue, où la fibre ne vient pas encore, eh bien, faisons une expérimentation sur ça. Donc moi, je suis prête à mettre les outils à disposition en attendant qu'il y ait la fibre. C'est vrai que l'idéal serait que tout soit fibré de partout parce que on est sûr que là, il n'y a aucune problématique. Mais on n'a pas le temps d'attendre. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut développer de manière très importante cette accessibilité. Si les endroits ne peuvent pas être fibrés, il faut passer en 5G. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette rapidité de diffusion de l'information. Nous avons une position au niveau ici, notamment avec le Grand Port, une position stratégique par rapport à la Méditerranée et par rapport au continent africain. Donc il est indispensable, on a tous les câbles qui nous arrivent, on a 14 câbles qui arrivent avec des données du monde entier. Donc et ensuite ces câbles, les données repartent. Nous, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer d'attirer des entreprises pour qu'elles s'installent ici, pour éviter de faire repartir ces données. Puis, de toute façon, elles arrivent. Donc c'est essayer d'être efficace dans ce sens-là. Si la ville de Marseille, et ça, je veux dire, je respecte les choix, chacun des élus a été élu de manière démocratique, si la ville de Marseille ne souhaite pas développer la 5G, mais le reste du territoire,
est preneur. Donc on est un territoire de 2 millions d'habitants. Nous avons entre la métropole et le département 121 communes. Donc la totalité des communes peuvent aussi accueillir des entreprises et accueillir aussi toute la partie numérique. Ça pourrait développer une fracture numérique, c'est-à-dire il y aurait des territoires au sein de la métropole de Marseille qui seraient mieux favorisés que d'autres. L'avantage sur Marseille, c'est que c'est extrêmement dense et que c'est vrai qu'au niveau du développement de l'industrie, c'est un peu compliqué. Parce que nous sommes dans zone urbaine, donc nous avons plus besoin à la limite d'Internet sur le pourtour de Marseille, notamment autour de l'étang de Berre. Quand vous allez du côté de Saint-Chamas, c'est extrêmement compliqué, il y a des surfaces assez importantes, vous avez toute la partie aéronautique sur la partie d'Istres, vous avez le nord du département avec la partie touristique, où quand vous arrivez avec des touristes de l'étranger, ils ont besoin d'être connectés, vous avez cette partie de la Camargue également. Donc là, si vous voulez, la 5G sur Marseille, il ne faut pas que ce soit une posture de politique politicienne, mais elle est moins, à la limite, il y a beaucoup de fibres sur Marseille, elle est moins prégnante que dans d'autres endroits du territoire où effectivement, là, il y a de la rupture numérique. Et donc moi, ce que je cherche, c'est avoir une équité sur tout le territoire. Donc si ici à Marseille, on veut pas les élus locaux, les élus en charge ne veulent pas de la 5G, bon, c'est pas quelque chose qui est hyper moderne, mais c'est pas hyper indispensable. Donc on a déjà la 4G de partout, c'est déjà pas mal. Donc il faut que dans le pourtour autour, il y a des endroits où on n'a rien du tout. Donc moi ce que je dis, c'est au lieu de tergiverser et de passer 3G, 4G, passons directement sur ces endroits en 5G et après développons la fibre sur tout le territoire. Aujourd'hui on n'est pas si mal placé que ça au niveau de la région, puisqu'on a hier on a libéré une partie du nord du département avec le développement de la fibre. Donc continuons en attendant que la fibre soit véritablement le moyen de demain pour pouvoir avoir l'accès à Internet et au numérique. Eh bien développons sur le territoire la 5G. Nous on est tout à fait preneurs. Nicolas Bouzou, vous le comprenez, vous, ce débat sur la 5G au moment où on parle de relance, de plan de relance? Non. La 5G, c'est pas une nouvelle manière de consommer. Le sujet de la 5G, c'est pas de regarder Netflix avec une meilleure résolution, d'avoir des applications de jeux qui vont plus vite. C'est pas du tout ça la 5G. La 5G, c'est une nouvelle façon de produire. C'est pas une nouvelle façon de consommer, c'est une nouvelle façon de produire. C'est une nouvelle façon de produire des services de santé avec des téléconsultations et de la télémédecine. La télémédecine, ça veut dire des médecins du monde entier qui peuvent coopérer. Ça peut être des opérations chirurgicales à distance pour opérer des gens dans des territoires au fin fond de l'Afrique qui n'ont pas accès à des chirurgiens d'excellence. La 5G, c'est la voiture autonome ou les navettes de transport collectif autonomes, les villes intelligentes, la régulation des flux de circulation, la régulation des flux d'énergie et donc des économies d'énergie potentielles colossales. La 5G, c'est la Smart City. C'est plein de choses nouvelles qui peuvent être mises au service de l'environnement. Et puis vous avez bien entendu ce que vous a dit Aurélie tout à l'heure, qui est absolument fondamental. La 5G, elle est plus inclusive que la fibre, puisque la fibre, comme tu l'as rappelé et comme vous l'avez rappelé, elle est coûteuse à mettre en place. Elle met du temps à mettre en place, alors que la 5G, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Refuser la 5G, c'est donner l'avenir aux Chinois. Voilà, c'est ça, refuser la 5G. Eh bien moi, je ne veux pas de ça pour mon pays. Et ce n'est pas dans la tradition française. Parce que la tradition française, du point de vue technologique, ça a toujours été une tradition d'excellence. Il y a un peu plus de 100 ans, pendant la Belle Époque, le monde entier regardait la France, le monde entier regardait les constructeurs automobiles français, le monde entier regardait l'urbanisme français. Et certains voudraient, parce qu'ils aiment le passé et parce qu'ils n'aiment pas l'avenir, ils voudraient rompre cette tradition de l'excellence française qui aura des effets économiques néfastes, ça veut dire moins de croissance, moins d'emplois, qui aura des effets géopolitiques néfastes. La France qui ne ferait pas la 5G. Vous savez que la 5G est déjà installée dans tous les pays alentours. En termes de puissance géopolitique, de capacité à faire valoir nos intérêts, ça aurait des incidences néfastes. Ça aurait des incidences néfastes en termes de capital humain. Parce que
Si les autres ont la 5G et pas nous, les meilleurs ingénieurs, les grands entrepreneurs, vous croyez qu'ils vont rester chez nous? Ben non, ils vont aller ailleurs. Et la France, elle va se désertifier de ses talents. Alors les anti-5G, ils resteront entre eux et les gens intelligents, ils seront partis ailleurs. Mais moi, je pense que l'avenir de notre pays, ça ne peut pas être ça. Alors heureusement, la 5G va se faire, a priori, le président de la République l'a redit. Mais derrière ça, mes amis, il y a un sujet intellectuel, il y a une guerre intellectuelle qu'on ne peut pas perdre. On ne peut pas souhaiter le pire pour notre pays, on ne peut lui souhaiter que le meilleur. Et le débat ne devrait pas porter sur la 5G en tant que telle, mais sur les usages de la 5G. Comment on met la 5G au service de l'environnement? Ça oui, ça c'est un formidable débat et un débat tout à fait passionnant. Mais refuser les possibilités, les potentialités du progrès technique, c'est profondément réactionnaire. Ben, on vous réinvitera, Nicolas, pour justement faire pour ces débats futurs sur l'utilisation de la 5G. On peut vous applaudir à tous les deux. Je voudrais... Moi, je commande, vous faites. Je voudrais juste terminer, Martine Vassal, pour la conclusion, parler un peu d'amour, parce qu'on a parlé de milliards, de plans de relance. Donc je vous offre le dernier ouvrage de Nicolas Bouzou, qui est L'amour augmenté. Et ça me permet de vous poser cette question... Là, on a parlé, c'est vrai, d'investissement, d'argent, de moyens, de filières d'avenir, mais comment retrouver un peu plus d'amour au sein de la société française, qui est une société de plus en plus fragmentée, et comment retrouver un peu plus de fraternité? Martine Vassal, c'est sur ces mots que nous pourrons conclure cette matinée sur Transformons la France. Merci. Alors c'est vrai que je vais le lire avec attention parce que c'est vrai que on oublie très souvent ce vocable qui est l'amour et sur lequel qui nous anime tous les jours et qui anime notre action à tous les jours. Moi, je pense qu'on peut retrouver en ayant confiance en l'humain et surtout en travaillant sur les nouvelles générations. Et je sillonne, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai en responsabilité des collégiens dans le cadre du département, et on voit que ces enfants qui sortent de l'enfance, hein, par rapport au primaire, qui ne sont pas encore dans la vie active, ils ont espoir dans la vie. Et je pense vraiment que quand vous avez espoir dans la vie et que vous avez des jeunes face à vous qui ont envie d'exprimer toute leur joie, eh bien ça doit nous pousser, nous les adultes, à faire en sorte de leur préparer l'avenir le meilleur possible. Et c'est par eux, et c'est par le fait de donner cette vie à ces enfants et de leur donner des perspectives que l'on peut redonner confiance en l'humain. Et c'est certainement avec eux qu'on arrivera à retransformer les mauvaises habitudes qui avaient été prises jusqu'à maintenant et surtout à éviter d'opposer l'homme à l'homme et d'opposer les uns aux autres et d'accepter les différences et surtout d'être plus respectueux aux différents modes de vie dans la mesure où ces modes de vie, eh bien c'est grâce à ces modes de vie et l'adjonction de ces modes de vie qu'on arrive à vivre en société, parce que si on refuse ce type de mode de vie, ben, ça voudrait dire qu'on doit aller sur une île déserte, mais je pense qu'il n'y aurait pas cette île déserte pour tous les êtres humains. Donc dans l'espoir, pour moi, l'espoir il est au travers des enfants et au travers de la jeunesse. Merci Martine Vassal, merci Nicolas Bouzou, merci à vous tous de nous avoir suivis en direct durant toute cette matinée pour ce lancement de Transformons la France. C'était une première ici à Marseille. Vous étiez un peu plus de 3800 à nous suivre ce matin pour échanger et débattre sur les enjeux économiques à venir de cette belle métropole de Marseille. Merci à vous tous. La sera si fa buio e il vento ti racconta sulle luci fra i boschi. Yeah.